Bonjour à tous les esprits curieux. Le film s'ouvre sur la gare de Sannomiya, en septembre 1945, dans une atmosphère de désolation et de silence pesant. Les ruines, vestiges d'un Japon brisé par la Seconde Guerre mondiale, témoignent de la violence inouïe des bombardements alliés qui ont ravagé les villes nippones. La gare, autrefois symbole de vie et de mouvement, n'est plus qu'un décor figé, où le temps semble s'être arrêté, saturé par la souffrance et la perte. Ce décor d'apocalypse pose d'emblée le ton du récit, celui d'une tragédie humaine, intime et universelle. Au cœur de cette scène, Seita, un adolescent japonais, gît sur le sol froid de la gare, épuisé, affamé, à l'agonie. Son visage creusé, ses membres amaigris, incarnent la détresse de toute une génération sacrifiée. Dans un dernier souffle, il murmure le nom de sa petite sœur, Setsuko, révélant l'attachement indéfectible qui les unit. Cette mort anonyme, dans l'indifférence générale, reflète le sort de milliers d'enfants japonais morts de faim ou de maladie dans l'immédiat après-guerre, alors que la société, elle, tente de panser ses propres plaies. Un employé municipal, chargé de nettoyer la gare, découvre une petite boîte de bonbons rouillés parmi les maigres effets personnels de Seita. Ce simple objet, jeté négligemment à la poubelle, prend une dimension symbolique. Il renferme les cendres de Setsuko, mais aussi les souvenirs d'une enfance brisée. À cet instant, le film bascule dans le registre du fantastique. Les esprits de Seita et Setsuko, libérés de leur enveloppe charnelle, s'élèvent au-dessus de la ville moderne de Kobe, contemplant silencieusement un monde qui a poursuivi sa route, indifférent à leur tragédie. Cette scène souligne la persistance de la mémoire et la difficulté du deuil collectif dans le Japon d'après-guerre. Le récit opère alors un retour en arrière, nous plongeant dans les derniers mois de la guerre du Pacifique. Seita, 14 ans, et Setsuko, 4 ans, vivent à Kobe, une grande ville industrielle et portuaire, avec leur mère aimante. Leur père, officier dans la marine impériale japonaise, est absent, mobilisé sur le front. Cette cellule familiale, typique du Japon de l'époque, incarne à la fois la fierté nationale et la vulnérabilité des civils, prise en étau entre l'idéologie militariste et la réalité de la guerre totale. Leur quotidien bascule brutalement lors d'un raid aérien massif mené par les bombardiers américains B-29. Les sirènes d'alarme retentissent, semant la panique parmi la population. Les habitants, pris de court, fuient à travers les rues en flammes, tandis que la ville de Kobe est réduite en cendres. Ce bombardement, historiquement l'un des plus destructeurs de la guerre, illustre la stratégie américaine de terre brûlée visant à briser la résistance japonaise par la terreur et la privation. Dans le chaos, la mère de Seita et Setsuko est grièvement brûlée. Son agonie, montrée avec une pudeur déchirante, met en lumière la brutalité de la guerre sur les civils, en particulier les femmes et les enfants. Elle succombe à ses blessures peu après, laissant ses enfants orphelins, livrés à eux-mêmes dans un monde dévasté. Cette perte, d'une violence inouïe, marque le début de leur descente aux enfers. Seita, mue par un instinct de protection, choisit de cacher à Setsuko la vérité sur la mort de leur mère, espérant la préserver d'une douleur insurmontable. Les deux enfants trouvent d'abord refuge chez une tante, dont l'attitude se fait rapidement froide et calculatrice. Cette figure, emblématique de l'égoïsme et de la dureté de l'époque, incarne la désagrégation des liens sociaux sous la pression de la survie. Face à l'hostilité croissante, Seita prend la décision déchirante de quitter la maison avec Setsuko, préférant l'incertitude à l'humiliation. Les deux enfants s'installent dans un abri anti-aérien désaffecté, vestige des défenses civiles japonaises. Ils tentent de recréer un semblant de foyer, partageant les maigres rations qu'ils parviennent à obtenir. Mais la faim, la maladie et l'isolement deviennent chaque jour plus insupportables. Le film montre avec un réalisme poignant la lente dégradation de leur santé, la perte progressive de l'innocence et la cruauté d'un monde où l'enfance n'a plus sa place. La fierté de Seita, héritée d'une éducation marquée par l'honneur et la dignité, l'empêche de demander de l'aide ou d'accepter la charité. Ce trait de caractère, admirable mais tragique, scelle leur destin. Leur dignité devient un fardeau, les isolant davantage dans leur misère. Cette dimension psychologique, subtilement explorée par le film, interroge la notion de responsabilité individuelle face à la fatalité collective. Dès les premières minutes, l'histoire de Seita et Setsuko est placée sous le signe de la perte, de la solitude et de la tragédie inéluctable. Le tombeau des Lucioles ne se contente pas de raconter le destin de deux enfants. Il nous plonge dans l'intimité d'une société en ruine, victime de ses choix politiques et de la folie guerrière. À travers la fragilité de l'enfance,
le film interroge la capacité de l'humanité à préserver l'innocence face à la barbarie et nous invite à une réflexion profonde sur la mémoire, la résilience et la nécessité du souvenir. Si cette introduction vous a touché ou intrigué, n'hésitez pas à liker la vidéo et à partager vos impressions en commentaire. Même si vous n'avez rien de particulier à dire, écrivez simplement « savoir » pour soutenir la chaîne et montrer que vous êtes là. Votre soutien fait toute la différence et nous motive à aller plus loin dans l'analyse. Prêt à plonger plus en profondeur? Alors, poursuivons ensemble. Pour comprendre la tragédie de Seita et Setsuko, il faut saisir le contexte du Japon en 1945. Le Japon de 1945 est un pays brisé, ravagé par la guerre et la famine. Après des années de conflits, les ressources sont épuisées et les infrastructures détruites. La propagande nationaliste exaltait la victoire, mais la réalité était celle des bombardements massifs. Le 17 mars 1945, Kobe subit un raid aérien dévastateur qui détruisit des quartiers entiers, laissant des milliers de sans-abri. Les civils, surtout les enfants, payaient le prix fort, pris au piège entre la violence des bombes et l'effondrement social. Les abris anti-aériens étaient souvent surpeuplés et insuffisants pour protéger la population. Les pénuries alimentaires étaient extrêmes, le rationnement insuffisant, poussant chacun à la survie individuelle. Le gouvernement japonais peinait à distribuer des rations adéquates, aggravant la malnutrition. La solidarité traditionnelle s'effondre, illustrée par la tante qui rejette les enfants, voyant en eux des bouches inutiles. Les valeurs familiales et communautaires étaient mises à rude épreuve par la lutte pour la survie. Seita refuse de s'intégrer à l'effort de guerre, préférant veiller sur Setsuko, ce qui l'isole davantage. Cette décision reflète le dilemme de nombreux jeunes, tiraillés entre le devoir patriotique et les responsabilités familiales. Le film montre comment la guerre détruit non seulement les villes, mais aussi les liens humains et la capacité de la société à protéger ses plus vulnérables. Les réfugiés de guerre et les familles brisées étaient des scènes courantes dans le Japon de 1945. Seita et Setsuko deviennent les symboles de cette faillite collective, représentant les innombrables enfants orphelins et abandonnés dans un pays en ruine. Le tombeau des Lucioles explore en profondeur l'impact dévastateur de la guerre sur les civils, en particulier les enfants, en refusant toute glorification du conflit. Le film s'ouvre sur des scènes de villes japonaises réduites en cendres où la vie quotidienne est bouleversée par les bombardements incessants. Les familles, arrachées à leur foyer, cherchent désespérément un abri, illustrant la vulnérabilité des innocents face à la violence aveugle de la guerre. La guerre est ici une force implacable qui anéantit tout sur son passage. Familles séparées, maisons détruites, souvenirs effacés. On voit des rues désertes, des objets personnels abandonnés, témoins silencieux de vies brisées. Cette destruction ne se limite pas à l'aspect matériel. Elle s'étend à l'innocence même des enfants, qui se retrouvent à confronter à des choix impossibles. Setsuko incarne cette innocence perdue. Malgré la misère, elle trouve de la joie dans les petits plaisirs. Jouer sur la plage, ramasser des fleurs, s'émerveiller devant des lucioles. Ces moments de bonheur fragile contrastent avec la dureté de leur quotidien, soulignant la capacité des enfants à rêver même au cœur du chaos. Mais la réalité finit toujours par la rattraper. On la voit, seule dans une pièce sombre, le visage marqué par la tristesse et l'incompréhension. Les abris de fortune deviennent des prisons, et l'insouciance laisse place à l'angoisse. Le lien entre Seita et Setsuko est au cœur du récit. Frères et sœurs, ils avancent main dans la main à travers les ruines, partageant le peu qu'ils possèdent. Leur solidarité devient leur unique refuge, mais elle est aussi mise à l'épreuve par la faim, la maladie et l'isolement. La fierté de Seita, qui refuse l'aide des adultes et veut protéger sa sœur seule, les isole davantage. Il incarne la volonté de préserver la dignité familiale, mais cette obstination se retourne contre eux, les privant de ressources vitales. Ce choix tragique met en lumière la difficulté de demander de l'aide dans une société marquée par l'honneur et la honte. Cette fierté n'est pas seulement individuelle, elle reflète le nationalisme ambiant de l'époque. Les affiches de propagande, les symboles patriotiques omniprésents, rappellent la pression sociale qui pousse chacun à se sacrifier pour la nation, parfois au détriment de la survie personnelle. Les tensions familiales, les disputes sur la fierté et la survie illustrent ce dilemme moral.
Le film interroge ainsi la responsabilité individuelle face à la pression collective. Les files d'attente pour la nourriture, les débats entre civils sur la répartition des ressources montrent que chacun doit faire des choix difficiles, aider autrui ou se protéger soi-même, suivre la norme ou écouter sa conscience. Les lucioles, motif central du film, symbolisent la beauté éphémère de la vie. Leur lumière fragile éclaire la nuit, rappelant la brièveté de l'enfance et la précarité du bonheur. Lorsque Setsuko capture des lucioles pour illuminer leur abri, c'est un geste d'espoir, mais aussi un présage de leur destin tragique. La mort omniprésente est traitée avec pudeur. Les cimetières, les hôtels familiaux, les photographies de disparus rappellent que chaque victime de guerre laisse derrière elle des proches en deuil, des souvenirs à préserver. La boîte de bonbons, objet récurrent, devient un véritable reliquaire. Elle contient les derniers souvenirs de Setsuko. Bonbons, petits jouets, fragments d'une vie heureuse. À travers elle, le film montre comment les objets du quotidien prennent une valeur inestimable en temps de crise. Ces objets, disposés comme un hôtel, transforment leur histoire en mémorial silencieux. Ils témoignent de l'attachement aux souvenirs, de la nécessité de se rappeler ceux qui ont disparu. Le film rappelle ainsi que derrière chaque victime de guerre se cache une histoire d'amour, de liens familiaux brisés, de lettres jamais envoyées, de promesses non tenues. Le tombeau des Lucioles nous confronte à la perte, à la souffrance, mais aussi à la résilience de l'esprit humain face à l'horreur, en nous invitant à ne jamais oublier les histoires individuelles derrière la grande histoire. Plongeons au cœur de l'analyse psychologique des deux protagonistes de Le tombeau des Lucioles, Seita et Setsuko, dont la complexité et la profondeur donnent au film toute sa force émotionnelle. Seita, adolescent de 14 ans, est un personnage tiraillé entre la fierté, l'amour filial et le poids d'une responsabilité écrasante. Dès les premières scènes, il est projeté dans l'âge adulte par la brutalité de la guerre. Sa mère morte, son père absent à la guerre, il se retrouve chef de famille malgré lui. On perçoit chez lui une volonté farouche de protéger sa sœur, mais aussi une incapacité à demander de l'aide, comme lorsqu'il déclare à sa tante « Nous ne voulons pas être un fardeau ». Cette phrase, simple en apparence, révèle un orgueil douloureux, une volonté de préserver la dignité familiale à tout prix, même au détriment de leur survie. L'amour de Seita pour Setsuko est inconditionnel, mais il est aussi teinté d'une forme de déni. Il refuse d'admettre la gravité de leur situation, préférant s'accrocher à l'illusion d'un retour à la normalité. Psychologiquement, Seita incarne le conflit entre l'idéal et la réalité. Il veut être le héros de sa sœur, mais il est impuissant face à la violence du monde adulte. Son refus de retourner chez la tante, motivé par la dignité, est aussi une fuite devant l'humiliation et la dépendance. Ce choix, lourd de conséquences, les condamne à l'isolement. « Je m'occuperai de toi, Setsuko », promet-il, mais cette promesse devient un fardeau impossible à tenir. Seita est un personnage tragique, car il ne parvient pas à dépasser son orgueil pour sauver ceux qu'il aime. Son évolution psychologique est marquée par la culpabilité et le désespoir, qui le poussent à franchir des limites morales, comme le vol, pour survivre. Le vol, pour Seita, n'est pas seulement un acte de survie, mais aussi une déchéance morale. Il est humilié, rejeté par la société, mais il persiste, animé par l'espoir de protéger Setsuko. On sent chez lui une détresse profonde, une incapacité à s'adapter à la brutalité de la guerre. Sa psychologie oscille entre la résilience et l'effondrement, entre l'amour et la honte. Setsuko, quant à elle, incarne l'innocence absolue. À 4 ans, elle ne comprend pas la gravité de la situation, mais elle ressent profondément l'absence de sa mère et la détresse de son frère. Sa confiance en Seita est totale. « Oni-chan, tu es là, alors tout ira bien », dit-elle, résumant la relation de dépendance affective qui les unit. Psychologiquement, Setsuko est un personnage fragile, dont l'univers se réduit à de petits plaisirs. Les bonbons, les lucioles, les jeux improvisés dans l'abri. Les lucioles, en particulier, deviennent un symbole poignant de l'enfance perdue. Setsuko s'émerveille devant leur lumière éphémère, ignorant qu'elles annoncent aussi la mort. Sa psychologie est marquée par une forme de résilience naïve. Elle s'accroche à la présence de son frère, mais son corps et son esprit s'affaiblissent peu à peu sous le poids de la faim et de la solitude. Le film prend le temps de montrer chaque étape de la dégradation de Setsuko, rendant sa souffrance palpable. « J'ai faim, Oni-chan », répète-t-elle,
une phrase qui résonne comme un cri silencieux d'abandon. Sa mort, lente et inexorable, est montrée avec une justesse bouleversante, soulignant l'impuissance de Seita et l'indifférence du monde extérieur. Setsuko ne meurt pas d'un acte de guerre direct, mais de la faim et de l'abandon. Sa disparition symbolise la perte de l'innocence et l'échec de la société à protéger les plus vulnérables. Psychologiquement, elle incarne la victime silencieuse, celle qui subit sans comprendre et dont la mort devient un acte d'accusation contre l'indifférence collective. La tragédie de Seita et Setsuko est celle de l'enfance sacrifiée, victime de l'orgueil des adultes et de la cruauté de la guerre. Le film, à travers leur histoire, dénonce l'absurdité des conflits et la souffrance qu'ils infligent aux innocents. Il n'y a ni héros ni méchants, seulement des êtres humains dépassés par l'horreur. Les personnages secondaires, comme la tante, ne sont pas dépeints comme des monstres, mais comme des victimes elles aussi de la guerre, contraintes à l'égoïsme par la peur et la misère. Le film invite à l'empathie pour tous, rappelant que dans la guerre, chacun porte sa part de douleur et de responsabilité. Ainsi, Le tombeau des Lucioles nous confronte à la complexité psychologique de ces personnages et nous pousse à réfléchir sur la nature humaine face à l'adversité. Isao Takahata, cofondateur du studio Ghibli et figure majeure de l'animation japonaise, impose dans Le tombeau des Lucioles une vision profondément singulière, héritée de toute sa carrière. Dès ses débuts avec Horus, Prince du Soleil ou Heidi, Takahata s'est démarqué par son refus du merveilleux pur, préférant explorer la réalité humaine dans toute sa complexité. Ici, il choisit un réalisme sobre, loin de la fantaisie de Miyazaki, son complice de toujours. L'animation privilégie l'authenticité. Chaque expression, chaque geste, chaque silence est minutieusement observé, comme dans ses œuvres précédentes où la vie quotidienne devient source d'émotion. Takahata ancre le récit dans le réel par une attention extrême au décor et à l'atmosphère. Les couleurs évoluent subtilement. La chaleur dorée de l'été, les rouges infernaux des bombardements, puis l'obscurité oppressante de l'abri, traduisent l'état émotionnel des personnages. La lumière fragile des lucioles, motif récurrent, symbolise à la fois l'éphémère beauté de l'enfance et la précarité de la vie, un thème cher à Takahata qui, dans toute sa filmographie, s'attache à la fugacité des instants. La musique, discrète et mélancolique, composée par Michio Mamiya, accompagne sans jamais dominer. Takahata, fidèle à son approche, préfère laisser parler les silences et les sons du quotidien. Les bruits naturels, pluie, cigales, vent, prennent une place centrale, renforçant l'immersion et la sensation de réel, comme dans Omui de Poroporo ou Le conte de la princesse Kaguya, où la nature dialogue avec les personnages. Le motif musical de Home Sweet Home, chanté par Setsuko, devient un leitmotiv déchirant, rappelant l'attachement de Takahata à la mémoire et à la nostalgie, thème qu'il explore depuis ses premiers travaux. Les objets du quotidien, les souvenirs, les photos sont filmés avec tendresse, transformant chaque détail en écho de la perte et de la mémoire, une constante dans l'œuvre du réalisateur. Dès l'ouverture, Takahata révèle la fin tragique, un choix audacieux qui s'inscrit dans sa volonté de confronter le spectateur à la réalité, sans détour ni faux espoir. Le film devient alors une méditation sur la mémoire, la perte et la transmission, thèmes centraux de la carrière de Takahata, qui voit dans l'animation un moyen de questionner l'histoire et l'humanité. Le spectateur, privé d'illusions, n'attend pas de miracle. Takahata l'invite à partager l'impuissance, à ressentir la lente descente des enfants, à regarder la vérité en face. Ce choix narratif, radical et cohérent avec toute la démarche artistique de Takahata, force à contempler la réalité sans espoir de consolation, mais avec une profonde humanité. Ainsi, Takahata signe une œuvre à la fois intime et universelle, où chaque choix artistique s'inscrit dans une réflexion sur la vie, la mort et la mémoire, fidèle à toute sa carrière. Dès les premières minutes, Le tombeau des Lucioles saisit le spectateur par une émotion brute, presque insoutenable. Le film ne détourne jamais le regard de la souffrance, la montrant dans toute sa vérité, sans artifice ni exagération. Plusieurs spectateurs, au fil des années, ont confié avoir été bouleversés, certains avouant ne pas pouvoir retenir leurs larmes devant la détresse de Seita et Setsuko. On partage avec eux les rares moments de bonheur, comme un repas partagé ou un éclat de rire au milieu des ruines. Mais ces instants précieux sont vite engloutis par la lente agonie des enfants, créant un lien d'empathie intense et universel.
Beaucoup de témoignages évoquent ce sentiment d'impuissance, ce désir de tendre la main à l'écran, de changer le cours de l'histoire. Takahata ne cherche pas à consoler, mais à témoigner. Il refuse toute simplification morale, préférant montrer la complexité humaine. Un réalisateur japonais a un jour déclaré que ce film l'avait poussé à documenter la mémoire des survivants, pour ne jamais oublier la réalité de la guerre. Les adultes qui croisent Seita et Setsuko ne sont pas des monstres, mais des gens ordinaires, absorbés par leur propre survie. Un spectateur occidental a confié avoir reconnu dans ces personnages la peur et l'égoïsme qui peuvent surgir en temps de crise, même chez les plus bienveillants. Le film questionne sans relâche. Aurions-nous agi différemment ? Cette interrogation hante de nombreux spectateurs, qui se demandent ce qu'ils auraient fait à la place des adultes, ou même de Seita. Au-delà du contexte japonais, le message du film est universel. Il parle de la fragilité de la vie, de la force de l'amour fraternel et du devoir de protéger les innocents. Des enseignants du monde entier utilisent ce film pour sensibiliser les jeunes à la paix et à la compassion. La tragédie de Seita et Setsuko devient celle de tous les enfants victimes de guerre, hier comme aujourd'hui. Des témoignages de réfugiés actuels font écho à leur histoire, rappelant que la souffrance des innocents traverse les frontières et les époques. Le tombeau des Lucioles exige que l'on se souvienne d'eux, non seulement comme un avertissement, mais aussi comme un appel vibrant à la compassion et à la responsabilité collective. Ce film, par sa puissance émotionnelle, continue de toucher et de transformer ceux qui le découvrent, génération après génération. Le tombeau des Lucioles est adapté du récit autobiographique poignant d'Akiyuki Nosaka, publié en 1967. Marqué à vie par la perte de sa sœur durant la guerre, Nosaka écrit ce texte comme un acte d'expiation, cherchant à transmettre la mémoire d'une génération sacrifiée. Le projet d'adaptation en film d'animation naît chez Isao Takahata, qui voit dans cette histoire une occasion unique de traiter la guerre à hauteur d'enfant, sans glorification ni manichéisme. Takahata convainc Nosaka grâce à son approche réaliste et respectueuse du matériau d'origine. La production, menée par le jeune studio Ghibli, mobilise des animateurs chevronnés pour recréer avec minutie le Kobe de 1945, s'appuyant sur des recherches historiques, des photos d'archives et les souvenirs de Nosaka lui-même. Le film sort en 1988, en double programme avec Mon voisin Totoro, créant un contraste saisissant entre deux visions de l'enfance. Ce contraste entre l'innocence lumineuse de Totoro et la tragédie de Seita et Setsuko marque profondément le public japonais. Les spectateurs sont bouleversés par la justesse du ton, la beauté des décors et la force émotionnelle de l'animation, qui parvient à exprimer la détresse sans jamais tomber dans le pathos facile. Dès sa sortie, le film reçoit un accueil critique exceptionnel. Les critiques saluent la profondeur du récit, la subtilité de la mise en scène et la puissance bouleversante de l'animation. Plusieurs journaux japonais publiant des éditoriaux sur l'importance du film pour la mémoire collective et de nombreux spectateurs témoignent de leur émotion à la sortie des salles. Le tombeau des Lucioles remporte plusieurs prix prestigieux, dont le Blue Ribbon Award et le prix du Mainichi Film Concours. Cependant, son sujet sombre et la dureté de son propos limitent son succès commercial initial. De nombreux spectateurs, bouleversés, hésitent à le revoir, et le film attire moins de familles que Totoro, sorti en même temps. À l'international, le film connaît une seconde vie. Présenté dans de nombreux festivals, il est acclamé par la critique mondiale. Des figures comme Roger Ebert le défendent avec ferveur, le classant parmi les plus grands films de guerre jamais réalisés. Le tombeau des Lucioles devient un classique étudié dans les écoles de cinéma et projeté dans le monde entier, touchant des générations de spectateurs. Par sa production exigeante et son accueil critique, le film prouve que l'animation peut traiter les sujets les plus graves avec une puissance inégalée. Il ouvre la voie à une reconnaissance internationale du cinéma d'animation japonais comme art majeur, capable d'émouvoir, de questionner et de transmettre la mémoire collective. Lors de sa sortie, Le tombeau des Lucioles a bouleversé la perception mondiale de l'animation, prouvant qu'elle pouvait aborder des thèmes adultes, graves et universels. Le film a brisé la frontière entre animation et cinéma d'auteur, imposant le médium comme un vecteur puissant d'émotion et de réflexion. Son influence s'étend bien au-delà du Japon. Il inspire des générations de créateurs à travers le monde, de l'Asie à l'Occident, à explorer le réalisme, la vulnérabilité et l'émotion dans l'animation. De nombreux réalisateurs, de Mamoru Hosoda à Michael Dudok de Witt, revendiquent l'héritage de Takahata dans leur approche narrative et visuelle. Le film est étudié dans les écoles japonaises,
mais aussi dans les universités du monde entier, devenant un outil pédagogique majeur pour aborder la guerre, l'empathie et la mémoire collective. Il sert de support à des discussions sur l'histoire, la morale et la représentation de la souffrance humaine à l'écran. En offrant une perspective rare sur la souffrance des civils japonais, le film humanise l'ennemi d'hier et universalisant la douleur de la guerre. Il favorise la compréhension entre les peuples, invitant à la compassion et à la réflexion sur les conséquences des conflits, quelle que soit la nationalité. Takahata refuse la facilité du film anti-guerre traditionnel. Il met en lumière la responsabilité collective, l'échec social et la complexité humaine, ouvrant la voie à des débats profonds sur la morale, la société et la représentation de la guerre au cinéma. Cette approche a influencé de nombreux films d'animation et de fiction qui osent désormais aborder des sujets difficiles sans manichéisme. Le tombeau des Lucioles enrichit le genre, alimentant débats, analyses et recherches universitaires des décennies après sa sortie. Il est devenu une référence incontournable dans l'étude du cinéma, de l'histoire et de la psychologie. Aujourd'hui, le film demeure un repère universel pour comprendre la puissance de l'animation, la nécessité de la mémoire et l'importance de transmettre les leçons du passé aux générations futures. Son influence continue de résonner dans la culture mondiale, rappelant que l'animation peut changer notre regard sur l'humanité. Les lucioles, dans la culture japonaise, ne sont pas de simples insectes lumineux. Elles incarnent la beauté éphémère, la pureté de l'instant et la fragilité de la vie humaine. Leur lumière vacillante, si brève mais si intense, évoque le concept bouddhiste de l'impermanence, ou Aed Mujo, qui rappelle que toute chose, même la plus belle, est destinée à disparaître. Dans Le tombeau des Lucioles, cette symbolique prend une dimension poignante. Les Lucioles deviennent le reflet de l'enfance de Seita et Setsuko, une période lumineuse mais condamnée à s'éteindre sous le poids de la guerre. Pour les enfants, la vision des Lucioles dans la nuit représente un moment suspendu, un fragment de magie qui transcende la brutalité du quotidien. C'est un rappel de l'innocence, mais aussi de la capacité de l'esprit humain à trouver de la beauté même dans les ténèbres les plus profondes. Les Lucioles offrent un répit, une parenthèse enchantée où l'espoir semble encore possible, même si ce n'est qu'une illusion passagère. Mais la mort rapide des Lucioles, qui jonche le sol au matin, symbolise la précarité de la vie et la fugacité du bonheur. Cette image résonne avec la philosophie japonaise du mono no aware, la conscience mélancolique de la beauté transitoire des choses. Le destin des Lucioles devient alors une métaphore de celui des enfants, dont la joie et la vie sont brutalement interrompues. Setsuko, en associant la disparition des Lucioles à la mort de leur mère, exprime une douleur universelle à travers la perspective innocente d'un enfant. Ce parallèle souligne la manière dont la guerre prive les plus vulnérables de leurs repères et de leur sécurité, transformant chaque perte en une blessure profonde et durable. Les Lucioles prennent aussi une dimension plus sombre. Leur lumière dans la nuit rappelle celle des bombes incendiaires, qui transforment le ciel en un spectacle terrifiant. Cette dualité symbolique, beauté et destruction, met en lumière la capacité de l'homme à créer et à anéantir, à illuminer et à consumer. Ainsi, les Lucioles oscillent entre porteuses de vie et messagères de mort. Leur éclat, tour à tour rassurant et menaçant, incarne la tension permanente entre l'espoir et le désespoir, la lumière et l'obscurité qui traversent tout le film. Après la mort, les esprits des enfants sont enveloppés par les Lucioles, comme si ces lumières guidaient leur passage vers l'au-delà. Cette image s'inspire des croyances japonaises, selon lesquelles les âmes des défunts peuvent se manifester sous forme de petites lumières ou d'insectes, veillant sur les vivants et perpétuant le souvenir. Les Lucioles deviennent alors des gardiennes de la mémoire, des symboles de la persistance du souvenir dans l'obscurité du deuil. Leur lumière fragile suggère que, même après la disparition physique, l'amour et la mémoire continuent de briller, aussi ténus soient-ils. Le riz, quant à lui, occupe une place centrale dans la culture japonaise, à la fois comme aliment de base et comme symbole de vie, de prospérité et de lien social. Dans le film, le riz passe d'un bien commun à une denrée rare, incarnant la précarité et la lutte pour la survie. Sa raréfaction traduit la dégradation du tissu social et la perte de dignité imposée par la guerre. Partager le riz, c'est partager la vie, l'amour et la solidarité. Mais lorsque le riz devient source de conflit, il révèle la fragilité des liens familiaux et la montée de l'individualisme dans un contexte de crise. Le riz n'est plus seulement un aliment,
il devient le miroir des tensions sociales et des inégalités. Le geste de la tante, qui sépare le riz de façon inéquitable, prend une dimension tragique. Il symbolise la rupture du cercle familial, la méfiance et l'isolement, mais aussi la déshumanisation progressive engendrée par la pénurie et la peur. La quête de nourriture de Seita, errant dans une ville en ruine, illustre à la fois sa déchéance et son courage. Il incarne la résilience, la volonté de protéger sa sœur coûte que coûte, mais aussi la tragédie d'une enfance sacrifiée sur l'autel de la survie. La boîte de bonbons, d'abord simple objet de réconfort, devient progressivement un reliquaire. Elle cristallise les souvenirs heureux, mais se transforme en urne funéraire, contenant les cendres de Setsuko. Ce passage d'objet du quotidien à symbole de deuil illustre la capacité des objets à porter la mémoire et la douleur, à devenir des témoins silencieux de l'histoire individuelle et collective. La boîte de bonbons, serrée dans la main de Seita, porte tout le poids de leur tragédie. Elle incarne la tendresse, la perte et la persistance du lien fraternel au-delà de la mort. Ces objets simples, riz, boîte de bonbons, lucioles, deviennent des symboles universels. Ils témoignent de la capacité humaine à investir le quotidien d'une signification profonde, à transformer la souffrance en mémoire et la mémoire en résistance à l'oubli. Ainsi, à travers la symbolique des lucioles et du riz, le film interroge la condition humaine face à l'adversité, la valeur de la mémoire et la force de l'amour dans un monde en ruine. Il nous invite à contempler la beauté fragile de l'existence et à reconnaître, dans chaque lumière vacillante, la trace indélébile de ceux qui ont disparu. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et comme toujours, continue à apprendre.